Y a-t-il des opportunités d'investissement dans le CAC 40? C'est ce qu'on continue de regarder dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on continue avec la liste du CAC 40. Donc là, je suis allé sur Companies Market Cap, hein, c'est pour ceux qui se demandent d'où vient ce site. Et on va partir d'Orange, Legrand, Kering, Pernod Ricard, Stellantis, Michelin, Veolia, Capgemini, ArcelorMittal, ST Microelectronics. Je vous ai préparé la watchlist sur Coifin, le logiciel que j'utilise. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo, hein, pour ceux qui se demandent. Alors, présentation des colonnes, symbole de cotation boursière de l'entreprise, nom de l'entreprise, industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, puisqu'on n'a pas en euros ici. Croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On annualise sur 5 ans pour lisser un peu les effets de cycle. Multiple de valorisation. Donc, valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc, je rappelle, valeur d'entreprise, c'est market cap plus dette nette. L'EBITDA, c'est un proxy, c'est un résultat, une sorte de résultat opérationnel. Ratio court-bénéfice, ratio court free cash flow. Alors ici, on a le ratio court sur actifs tangibles. Donc, ça va être intéressant ici, parce qu'elle est décote. Rendement des capitaux investis, donc ça, c'est plutôt une rentabilité opérationnelle. Rendement des fonds propres, ça, c'est une rentabilité plutôt financière. Il n'y a pas d'entreprise financière, donc on ne va pas en tenir compte. L'endettement, en fait, le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, free cash flow par rapport au bénéfice net. Payout ratio. Le payout ratio, c'est la proportion de bénéfice net versé en dividende. Il faut se rappeler que le dividende est payé par les free cash flow. Hein. Ça se voit ici tout de suite avec Orange. Hein. On peut se dire, oh là là, c'est 195% qui, à chaque fois, ils donnent plus que leur bénéfice net en dividende. Mais regardez les free cash flow en face. Voilà. Allez, ben d'ailleurs, on commence tout de suite avec Orange. Donc, on est sur le leader français Télécom. On a l'État au capital. Donc, moi, je n'investis pas dans les entreprises avec l'État au capital. Mais chacun fait ce qu'il veut. 43 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc les télécoms, il n'y a pas de croissance. Hein. Donc les seuls revenus de croissance, c'est s'ils vont à l'international, s'ils font des acquisitions, par exemple ils sont en Espagne, ils peuvent faire des acquisitions dans les marchés émergents, etc. Bon, voilà, il faut que l'acquisition soit significative pour que ça fasse évoluer la croissance, parce que c'est la croissance organique, sinon elle est elle est négative même en fait. En France, en plus, on a beaucoup trop d'opérateurs, donc compliqué. Allez, alors 6 en VE sur EBITDA, c'est très peu cher, 33 en PE, 12 en presse free cash flow. Donc les bénéfices, il ne faut pas du tout en tenir compte. Il faut regarder vraiment les free cash flow, parce que c'est ultra mature. Donc en fait, c'est quasiment comme une obligation, hein, Orange, hein, c'est-à-dire que en fait, vous avez des free cash flow qui vous sont retournés avec pas mal de certitude, et finalement, il y a peu de volatilité sur le cours. Donc ça peut aussi être intéressant pour un rentier, mais on y vient. Alors, 6% de rendement des capitaux investis, c'est plutôt pas très élevé, mais le télécom, c'est colossal en termes d'intensité capitalistique. Donc, moi, je pense que c'est convenable à ce niveau-là. 3,1 fois l'EBITDA en dette nette, ça peut paraître élevé. Je vous rappelle, ce sont les télécoms. Ils ont une extrême visibilité sur les cash flows. Donc, ils peuvent s'endetter à des niveaux sans problème, à des niveaux jusqu'à 5 fois l'EBITDA en termes de dette nette. Hein. Donc, aucun problème avec cet endettement. Et en plus, ils ont des taux d'intérêt préférentiels, puisqu'ils ont beaucoup de prévisibilité sur leur cash flow. Donc là, pas de problème sur les dettes. 5,4% de rendement du dividende, très, très bon. En termes de payout ratio, en fait, on est que à 50%, hein, puisque en fait, on a quasiment 4 milliards de free cash flow. Donc ça fait 50, 55, 60% en termes de free cash flow. Donc dividende soutenable. Donc Orange, très bien. Le seul problème pour moi, c'est qu'il y a l'État au capital. Mais si vous êtes un rentier et que ça vous fait pas peur, je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir du Orange en portefeuille. Ensuite, on a Legrand. Donc Legrand, on est sur un mini Schneider électrique. Hein, donc on est dans l'équipement électrique. Donc on est sur une tendance de long terme. Très bien, il y aura de la croissance à venir. D'ailleurs, il y a de la croissance à l'heure actuelle déjà. 39 milliards de dollars de market cap, 8% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Donc plutôt fort, hein, plutôt pas mal. 17 en VE sur EBITDA, 27 en PE et 25 en price to free cash flow. Et voilà. Donc là, évidemment, le marché sait qu'il y a de la croissance, donc il met des multiples plutôt élevés. On est quasiment à 10 en rendement du capital investi, donc plutôt une bonne rentabilité. 1,4 fois les EBITDA en net net, donc le levier n'est pas très élevé. Ça monte à chaque fois qu'ils font des acquisitions. On est à 1,7% de rendement du dividende. Oh, voilà, on n'est pas sur le grand pour le dividende. Le payout ratio est en dessous de 50%, même avec les free cash flow. Donc le dividende est soutenable, mais il n'est pas très élevé. C'est normal, l'action se paye cher, c'est normal parce qu'il y a de la croissance. Donc le dividende il va monter, mais il part d'une base plutôt faible. Moi je trouve que c'est pas forcément si cher que ça, c'est un peu cher évidemment. Moi je suis value, donc je regarde pas les sociétés de croissance. Mais d'un autre côté, voilà, il y a quand même de la croissance en face. Si on y va pour le long terme, si on y va pour 5 ans minimum, je pense qu'on ne sera pas déçu sur du Legrand. Ça se paye un petit peu cher
à l'heure actuelle, mais il y a potentiellement une accélération de la croissance à venir, ça peut être intéressant. Alors ensuite, avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Kering. Alors, on est dans le luxe, mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins du luxe, hein. Changement de PDG. Maintenant, on a Luca Di Meo, donc l'ancien PDG de Renault, si je ne me trompe pas. Donc, il est venu il vient pour redresser la boîte qui est en perdition complète. J'ai lu ce jour d'ailleurs que Kering cède de l'immobilier, hein, et donc ils ont de l'immobilier de prestige, évidemment, parce que comme toutes les autres marques de luxe, puisqu'ils doivent être dans des emplacements stratégiques pour exposer leurs produits et pour distribuer eux-mêmes leurs produits. Mais là, on est sur, regardez la dette là, 3,9 fois les EBITDA net, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et donc, pour faire baisser ce levier, il n'y a qu'une seule solution maintenant, c'est de céder des actifs. Donc, c'est ce qu'est en train de faire Kering. Donc, on a 3% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Ça inclut des changements de périmètre et notamment des cessions d'actifs. En valeur entreprise sur EBITDA, ça se paye 10,4. Ça se paye pas cher, hein, pour du luxe. Est-ce que c'est toujours du luxe? 36 en PE, 19 en price to cash flow. Ouais. C'est pas cher. C'est pas cher. Non. 5,8 en rendement des capitaux investis. Rentabilité médiocre. La dette est trop élevée. On est quasiment à 4 fois les bilans net. 2,8% de rendement du dividende. On peut être sûr que le dividende va sauter, puisqu'il faut rembourser la dette. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de croissance ces dernières années, eh bien, forcément, ça fait monter les free cash flow, puisqu'on n'a pas d'opportunité de réinvestir les cash flows opérationnels. Donc, dividende soutenable, mais en fait, il va sauter quand même, puisqu'il faut rembourser la dette. Pour Kering, c'est ultra spéculatif. En fait, Kering n'a jamais été très qualitatif, sauf qu'on avait un cycle haussier sur le luxe assez intéressant, notamment le dernier, c'était à partir de 2021-2022. Après, en 2022, on a eu l'inflation qui est venue complètement écraser les multiples de valorisation, des sociétés de croissance notamment. Kering en faisait partie. Mais Kering, c'était la moins qualitative, c'est l'une des moins qualitatives dans le luxe. Donc là, on a un freinage énorme sur la consommation dans le secteur du luxe notamment. À Kering, c'est sûr qu'ils allaient complètement exploser en vol. Donc là, on assiste encore à l'explosion en vol de Kering. Donc j'imagine que je n'ai pas regardé le cours de l'action quand le nouveau PDG a été annoncé. Donc j'imagine que le cours a remonté parce qu'il va être là pour complètement redresser la barre. Et donc ça va passer par des cessions d'actifs. Donc moi, je pense que si vous voulez faire Kering, c'est ultra spéculatif tant que la dette reste aussi élevée. Donc c'est vraiment à l'écart. Ou alors vous êtes là, vous faites pas de l'investissement, vous faites de la spéculation, hein, parce que Kering, c'est compliqué quand même. Alors, on continue ensuite sur Pernod Ricard. Donc, dans les spiritueux, donc j'étais actionnaire de Pernod Ricard. Il me reste une action, je le dis à chaque fois, mais c'est bien pour mettre en avant que je me trompe comme tout le monde et que du coup, j'ai des mauvais dossiers, parfois en portefeuille. Donc, on est sur les spiritueux, net ralentissement après, on va dire, à partir de mi-2023, fin 2023. Donc, moi, j'étais entré dans l'espoir que le ralentissement soit moins prononcé que prévu, avec des multiples un peu plus faibles qu'à l'accoutumée, mais ça n'a pas suffi, hein, le ralentissement est toujours en cours. 26 milliards de dollars de market cap, donc la market cap a été divisée par 2, hein, quasiment, voire plus, hein, depuis 2023. Plus de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc eux, sur le long terme, ils visent une croissance entre 4 à 7%. Difficile à dire si ça va continuer. On a 12 en VE sur EBITDA, finalement ça se paye. Alors, par rapport à l'historique de la boîte, ça se paye à un niveau pas vu depuis 10 ans. Mais en absolu, ça se paye quand même relativement encore cher, hein. 12 en VE sur EBITDA, c'est quand même un peu cher. 23 en PE, 23 en price to cash flow, donc ça, c'est voilà, c'est des multiples, ça serait raisonnable pour une boîte de croissance. Mais là, c'est une boîte en décélération, donc c'est un peu cher. 7,8 en rendement du capital investi, donc c'est très intensif en capital, les spiritueux, puisqu'ils ont beaucoup de stock, ils doivent faire vieillir les liquides, et cetera. Donc évidemment, la dette, elle a 2,8, donc elle a fortement monté la dette, évidemment, avec le ralentissement, avec le coût des stocks. Donc en fait, voilà, hein, avec les taux d'intérêt en hausse, vous dépayez vos stocks, et donc ça fait complètement grimper la dette. Le dividende à 5,2% maintenant, au cours actuel, sauf qu'il n'est pas soutenable, ni en termes de free cash flow, ni en termes de bénéfice net. Donc ce dividende doit être divisé par 2. Voilà, donc ça va retomber à 2,5. Peut-être que quand ils vont annoncer la coupure du dividende, le cours de l'action va chuter. Et donc, ça sera peut-être une opportunité. Mais finalement, je me dis que sur le Pernod Ricard, moi j'aime bien ce secteur, hein, parce que je trouve que c'est un peu du luxe et puis c'est festif, j'aime bien. Même en tant que consommateur, avec modération, bien entendu. Mais j'y reviendrai quand ça deviendra value. Et pour l'instant, c'est pas value. Donc moi, tant que j'ai pas, par exemple, du 7 en VE sur EBITDA, je pense que je ne remettrai pas de Pernod Ricard en portefeuille. Je garde mon unique action pour continuer à suivre le dossier, mais c'est tout.
Stellantis, automobile, massacre industriel sur tout le marché automobile européen, évidemment. Donc, on a transition à marche forcée du moteur thermique vers le moteur électrique. Ça ne marche pas, évidemment, puisque les appareils industriels prennent beaucoup trop de temps à faire la transition. Donc, c'est pour ça que l'Allemagne est complètement naufragée en termes de croissance économique. On a la concurrence chinoise subventionnée, évidemment. Donc, ça casse les prix. Donc, Stellantis, en fait, les gens ont cru que la croissance allait revenir post, on va dire, 2021-2022, parce qu'en fait, il y avait des pénuries sur les composants, et donc les prix des voitures neuves avaient complètement explosé. Mais ça, c'était pas soutenable. Donc, en fait, là, on revient à la nouvelle normalité, et cet environnement normatif, eh ben, il n'est pas bon pour l'automobile, hein. Et encore moins bon pour les équipementiers, d'ailleurs, qui sont complètement en souffrance, mais il y a quand même des opportunités dans ce secteur, hein. Alors, sur Stellantis, 25 milliards de dollars de market cap, 21% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, évidemment, ça inclut les fusions diverses qu'il y a eu avec alors je sais plus, je crois que c'est du Fiat, si je dis pas de bêtises. Bref, donc sûrement de périmètre, hein. Là, en fait, c'est très cyclique et la croissance organique n'est pas du tout à ce niveau-là. 11 en VE sur EBITDA. En fait, ça se paye toujours cher. Et vous avez 10% de décote sur actifs tangibles. Mais en fait, cette décote vient du fait que les producteurs automobiles, les constructeurs auto, ont la plupart des bras financiers, donc des banques en fait, qui vous fait les crédits quand vous achetez les automobiles. Donc cette décote inclut le fait qu'il y a des banques dans le bilan, hein. Donc il faut en tenir compte. Si c'est mis en rendement des capitaux investis, c'est pas exceptionnel. On a fait une perte, hein, d'ailleurs. On fait une perte et on a des free cash flow négatifs. Et la dette, c'est quand même relativement élevé pour une entreprise cyclique. Le dividende n'est pas du tout soutenable. Donc, Stellantis, c'est un massacre. C'était la boîte que tout le monde, même les gérants value et tout, avaient en 2022-2023. Et puis, ça s'est craché de façon exceptionnelle, hein. Donc, pour l'instant, toujours à l'écart. Ensuite, on est sur Michelin. Donc, le leader français des pneumatiques. Là aussi, un marché qui est hyper concurrentiel, très cyclique et très difficile, surtout avec la concurrence asiatique qui casse complètement les prix. Bon, Michelin arrive quand même bien sûr à surnager dans cet environnement, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Faut saluer le management qui est quand même plutôt bon, hein. 25 milliards de dollars de market cap, 4,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a quand même un bon fond de croissance. Je pense qu'ils font des acquisitions, mais pas trop, hein. Je pense que c'est surtout une croissance organique à ce niveau. On a 5,3 en BE sur EBITDA, c'est value, 14 en PE, 14 en price sur cash flow. Bon, voilà, c'est quand même pas très cher payé du Michelin, mais c'est normal, c'est cyclique, hein. 9,8% de rendement des capitaux investis. C'est intensif à capital, donc bonne rentabilité. Donc ça souligné quand même, hein, c'est plutôt pas mal. 0,9 fois l'EBITDA en dette nette. Pas trop de dettes à signaler, c'est bien. 4,5% de rendement du dividende, intéressant à ce niveau. Et on a un PE ratio à 62%, avec des bénéfices nets légèrement plus élevés que les free cash flow. Bon, on est à 65%. Je pense pas que le dividende va augmenter beaucoup plus. Mais il reste soutenable à ce niveau-là. Donc, Michelin, moi je pense que c'est intéressant d'un point de vue value. Pour mon entier, ça peut être intéressant. Attention que c'est quand même un peu cyclique et un peu volatile. Mais je pense que ça peut le faire quand même. Donc, pas mal. Moi, j'aime bien Michelin. Alors, Veolia, on est sur une utility. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Veolia? Traitement des eaux, traitement des déchets. Donc, ça nous dit qu'on a une excellente visibilité sur le cash flow, puisque en fait, on travaille avec des collectivités, on travaille avec l'État, etc. On a une très bonne visibilité. 25 milliards de dollars de market cap. Et j'ajouterais que c'est quasiment aussi comme une obligation, hein, Veolia. Très peu volatile. 11,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, il y a la fusion avec Suez, hein, donc ça a fortement fait changer le périmètre de l'entreprise. 7 en VE sur EBITDA value, 18 en PE, 11 en price free cash flow. Alors là, il faut absolument regarder les free cash flow plutôt que les bénéfices nets. Ça se paye pas cher, hein. Ça se paye pas du tout cher, Veolia. 5,7% de rendement des capitaux investis. La rentabilité n'est pas exceptionnelle. Bon, en fait, c'est plutôt une boîte financière. Maintenant, vous avez un tel niveau de levier. On a donc du coup 3,7 fois les bidas en dette nette. Qu'il vaut mieux regarder le rendement des fonds propres. On est quasiment à 12%, ce qui est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, la dette, justement, est-ce que c'est un problème sur Veolia? Non. Les utilities, c'est un peu comme les télécoms. Excellente visibilité sur les cash flows. Taux d'intérêt préférentiel, on peut aller jusqu'à 5 fois les bidas en dette nette sans souci. Donc pour moi, c'est pas un sujet la dette chez Veolia. 4,8% de rendement du dividende, excellent. Et c'est soutenable parce qu'on a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Cela dit, je suis pas sûr que ça augmente beaucoup, hein, le dividende, mais à ce niveau, on est peut-être à 70% de payout ratio en termes de free cash flow. Donc quand même à surveiller. Mais voilà, c'est pas d'inquiétude pour l'instant sur le niveau du dividende. Donc Veolia, excellent dossier pour un rentier plutôt. Capgemini, on est dans le leader français des entreprises de services numériques. Donc c'est un secteur qui est en difficulté. Tous les secteurs qui sont
en B2B, donc business to business. Donc commercial services, etc. C'est-à-dire ceux qui sous-traitent, ceux qui externalisent des services, ceux qui font du conseil. Tout ça, c'est en souffrance. Alors, la dernière en date, c'est Téléperformance, 20% de baisse sur vendredi 1er août. Bon, à cause d'une publication un peu décevante. Donc, tout ce secteur-là, encore en difficulté. Je pense que c'est cyclique. Moi, je pense que la croissance va revenir. C'est pas, je ne sors pas ça de mon chapeau. Je regarde les indicateurs avancés des enquêtes des directeurs d'achat. Donc, ce sont des enquêtes PMI ou ISM aux États-Unis. Dedans, donc ça, ce sont des indicateurs avancés de la croissance. Et vous avez un indicateur avancé de ces PMI qui est les nouvelles commandes, qui sont les nouvelles commandes. Et ça, c'est en hausse. C'est en zone au-dessus de 50. Ça nous dit que du coup, ça nous dit que dans les 6 à 9 mois, on va avoir la croissance cyclique qui va revenir. Donc, le business to business va reprendre. Les commandes vont reprendre. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop inquiet non plus sur les ESN. Et je pense que Capgemini est un bon dossier pour jouer cette réaccélération du momentum de la croissance. On a 25 milliards de dollars de market cap, 8,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, c'est de la croissance externe. Sur les entreprises de services, de toute façon, vous avez peu de croissance organique. Ce que vous allez faire, c'est plutôt aller racheter des cabinets à droite à gauche pour mailler le territoire. Le terrain de jeu est international, évidemment, sur les ESN, puisque voilà, Capgemini joue contre Accenture, par exemple, contre IBM également, qui fait du conseil, contre Tata Consultancy Services, enfin les Indiens. Donc voilà, c'est plutôt un terrain de jeu mondial et Capgemini est bien placé. 8 en VE sur EBITDA, ça fait très longtemps que ça ne s'est pas payé aussi peu cher. Que ça s'est payé aussi peu cher, pardon. 14 en PE, 10 en Price to Free Cash Flow. Actuellement, décélération de la croissance, donc on génère du free cash flow puisqu'on n'a pas d'opportunité d'investissement. Value, moi je trouve que, allez, on n'est pas à 7, mon multiple de 7 fétiche, c'est ma zone value, on va dire, mais c'est strictement personnel. Hein. Mais à 8, on n'est pas du tout cher pour une boîte qui a de la croissance structurellement. Cycliquement, elle n'a plus de croissance sur les 3 dernières années, mais structurellement, c'est un secteur qui est en croissance. Si on y réfléchit 5 secondes, la digitalisation, c'est ultra porteur. Il y a l'intelligence artificielle. Capgemini va bien sûr faire du conseil en intelligence artificielle, hein, donc aucun problème là-dessus. 10,2% de rendement des capitaux investis. Alors, c'est pas très intensif à capital, hein, ce n'est que de l'humain. C'est correct, on va dire. C'est pas exceptionnel. Hein. Cash net sur le dossier. Donc, on a du cash. Donc là, bon, le cash, je pense qu'eux, ils en rendent une partie aux actionnaires. Je crois qu'ils font des rachats d'actions, il faut vérifier. Mais je pense qu'ils sont aussi, ils vont être à l'affût d'acquisition. Hein. Là, c'est le moment pour faire des acquisitions, justement, puisqu'il y a plein d'entreprises du secteur qui sont valorisées en bas de cycle. Là, ils pourraient racheter très peu cher ces entreprises. 2,7% de rendement du dividende. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un tel rendement sur Capgemini. Je crois qu'on n'a jamais eu un tel rendement sur Capgemini, d'ailleurs. 1,8 milliard de bénéfices nets vs 2,5 de free cash flow. Donc, le payout ratio est archi soutenable. Donc, ce dividende va continuer à augmenter, sans problème. Capgemini, moi, je continue, je persiste et je signe. Je pense que c'est un bon dossier au cours actuel. Pas un conseil en investissement. Comme d'habitude, faites vos propres recherches, mais voilà, je vous donne mon avis. ArcelorMittal, c'est tout autre profil. Bon, c'est un dossier que je suis également, parce que moi, je suis sur Jacques Metals, qui est distributeur d'acier spécial, mais donc il faut regarder aussi les producteurs d'acier. Donc en fait, le catalyseur sous l'acier, donc le secteur de l'acier en Europe, ultra bas cycle. Ultra bas cycle, pourquoi? Surcapacité chinoise. Donc les Chinois, ils peuvent exporter sans problème en Europe. Et donc j'ai écouté le conférence call du PD, ce que disait le PDG d'Acerinox, hein, donc, qui est le ArcelorMittal espagnol, disait tant qu'il n'y aura pas de droits de douane sur l'acier chinois, il n'y aura pas de reprise des prix en Europe. Ou alors, il pourrait y avoir aussi une reprise en Chine, et du coup, ils auraient moins de surcapacité, ils exporteraient moins. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, le secteur de l'acier, il y a les surcapacités chinoises qui pèsent énormément sur les prix. Même en Inde, d'ailleurs, j'écoutais JSW Steel, hein, qui est pareil, l'ArcelorMittal indien. Eux, pareil, ils ont des surcapacités chinoises qui sont exportées en Inde. Donc, en fait, il va y avoir, avec de toute façon la montée du protectionnisme dans le monde, il va y avoir des droits de douane inévitablement sur l'acier chinois. Et ça va venir soutenir les prix. Et donc, ça va venir aussi booster la croissance d'ArcelorMittal. Et du coup, aussi, par ricochet, celle de Jacques Metals. Alors, 24 milliards de dollars de market cap, 1% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est ultra cyclique. Donc là, on est plutôt en très bas de cycle. Hein. Ils ont fermé des fonderies hein, en France, notamment. Donc 5,3 en VE sur EBITDA, c'est pas cher. 10 en PE, 26 en Price to Free Cash Flow. Alors, ils ont fait une dépense en capital importante. C'est pour ça que les free cash flow sont bas. Je pense ils se disent qu'il va y avoir une reprise. Et donc, ça vaut le coup de continuer à faire la dépense en capital, notamment aux États-Unis.
où il y a une reprise, hein, ils sont placés, ils sont bien positionnés aux États-Unis. Donc, si on regarde les multiples de VE sur EBITDA et de price earning, c'est complètement value ArcelorMittal et vous avez 50% de décote sur actifs tangibles. C'est deep value même. Rentabilité médiocre au niveau actuel, ça j'en conviens. C'est parce que on est en mode cycle et que du coup, on fait quasiment pas de bénéfices. Bon, c'est pas un problème, hein. Sur les sociétés très cycliques comme ArcelorMittal, comme Jacques Metals, ce qu'il faut regarder, c'est ne pas faire de pertes. Est-ce qu'ils font des pertes ou pas? S'ils font pas de pertes, c'est signe que c'est une très bonne gestion parce qu'on est en bas de cycle. Et est-ce que la valorisation est élevée ou pas? Et plutôt une valorisation en termes. Alors, normalement, il faudrait regarder en termes de free cash flow, puisque comme il n'y a pas de croissance, on dégage le free cash flow. Ici, c'est pas le cas, ils ont fait une grosse dépense en capital, mais regardez surtout la dépense, la valorisation par rapport aux actifs tangibles. Ici, vous avez 50% de décote, et même en valeur entreprise sur EBITDA, vous avez une décote énorme, hein. On est complètement value 5 fois, c'est très peu cher. Un peu de dette à signaler, mais pas grand-chose, avec 2 fois les EBITDA. 2% vraiment du dividende, ça c'est pour faire patienter les actionnaires, hein. C'est pas du tout, c'est pas des secteurs à dividendes, hein. De toute façon, on verse des énormes dividendes en haut de cycle et en bas de cycle, on les coupe parce qu'il n'y a plus de bénéfices. Donc là, c'est juste pour simplement pour faire patienter les actionnaires et je crois qu'ils font des rachats d'actions également. Donc ArcelorMittal, pour un point de vue deep value, moi je trouve que c'est très très intéressant. Évidemment, c'est pas un conseil, un investissement. Allez, ensuite on est sur ST Microelectronics, les semi-conducteurs, mais attention, ils sont très orientés automobile. Et donc ça pèse 22 milliards de dollars de market cap, 4,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc plutôt, plutôt cyclique, hein, évidemment. On a 8 en VE sur EBITDA, 36 en PE, free cash flow famélique quasiment inexistant. Bon, je pense que c'est value. C'est presque value ST. Maintenant, il n'y a pas de catalyseur pour que ça se reprenne tant que l'automobile ne reprend pas. 6,6% vraiment des capitaux investis, donc plutôt une rentabilité de back cycle, hein, on va pas se mentir. Cash net sur le dossier, donc en fait, bon, la boîte est quand même très robuste, il n'y aura pas de problème de liquidité. 1,7% normalement du dividende, ça c'est pareil, ça n'a pas intérêt de verser un dividende en bas de cycle comme ça. Donc ST, d'un point de vue, je pense que si on attend un petit peu, bah, il faudrait que ça baisse un petit peu, mais qu'il commence à y avoir une décote sur actifs tangibles, ça sera intéressant d'aller se faire du ST microélectronique, je pense. Pour l'instant, on peut y aller, hein, il y a peu de chances que ça baisse énormément, mais pour l'instant, il n'y a pas de catalyseur pour que la croissance se reparte. Donc il va falloir être patient si on rentre maintenant sur ST Micro. Bon, alors, dans cette liste, qu'est-ce qu'on peut garder en fonction de son profil? Si on fait de la value, ArcelorMittal et Michelin. Si on est rentier, Veolia, c'est pas mal. Si on fait de la croissance à prix très raisonnable, croissance même presque value, Capgemini. Après, on peut faire du Legrand, mais là, ça va être c'est cher payé, donc il va falloir faire ça pour du très long terme. Et voilà, hein, c'est à peu près tout. Après, du Orange, si vous êtes un rentier et que l'état au capital ne vous dérange pas. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.